Qu'est-ce que je pourrais faire comme intro pour les Naïcs? Une blague que je pourrais faire? Les Naïcs c'est breton, c'est ça que c'est marrant. Les Naïcs c'est breton. Ah, mais il est pas breton. Comment ça se fait? Pourquoi t'es pas breton, les Naïcs? Bonjour, je suis Sébastien Bragnan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, une nouvelle interview, une interview qui change un petit peu du coup, parce que j'ai été interviewé Lénaïque Sens, qui est un photographe angevin qui fait de la photo, on va dire, fashion, fine art. C'est un peu compliqué lui-même, ne sait pas trop en fait quel type de photo il fait, mais en gros de la photo assez léchée, enfin que moi j'aime beaucoup. Déjà j'avais envie de le découvrir, j'avais envie de découvrir qui il était, donc j'en ai profité de cette entrevue pour la filmer, pour vous présenter, pour vous dire, bah voilà, pour vous le présenter directement. Donc c'est parti. Bonjour les Naïcs. Bonjour. Bienvenue dans F1.4. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? C'est toujours la première question que je pose. Bah déjà je m'appelle Lénaïque et je suis photographe, j'ai 30 ans, je viens originellement d'Angers, j'habite sur Paris depuis peu et Tu fais quel style de photo? Si t'avais un style, si t'arrives à donner un style à tes photos. difficilement, des fois de la mode, un peu aussi du fine art, parfois j'essaie de mixer un peu les deux, mais dans tous les cas je prends toujours des gens. Tu fais de la photo depuis combien de temps? Alors j'ai commencé la photo en fin 2011, ça fera bientôt 2 ans et demi, 3 ans à peu près. T'es conscient que beaucoup d'auditeurs là vont te dire putain connard de merde, en 2 ans et demi t'as vu où t'es arrivé quoi. Bah, je sais pas si je pense que c'est une question de chacun avance à son rythme. Quel est ton but en fait? Enfin, c'est quoi? Tu poursuis une quête bien précise, c'est pour t'amuser, c'est pour exprimer quelque chose? Une quête, j'ai l'impression d'être dans un RPG. C'est ça, mais moi j'ai l'impression de faire de la photo pour RPG donc. Je pense que c'est surtout que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. En choisissant la photographie, je me suis dit jusqu'où je peux aller. J'ai toujours cette démarche finalement de voir où sont mes propres limites. Je me les fixe moi-même, mais je veux justement aller au-delà de mes propres limites. Mais tu as choisi un certain style de photo quand même. Pourquoi? J'en sais rien. En fait, à la base, j'ai toujours été attiré par le journalisme et j'avais dans l'idée un jour, peut-être, pourquoi pas, d'être reporter d'images. Puis en fait, j'ai complètement zappé et puis... C'est quelque chose qui te donne envie plus tard? Ouais, j'aimerais bien switcher dessus si j'en ai l'occasion. Probablement parce que j'ai toujours aimé voyager. Et comme j'ai une formation littéraire, je trouvais ça très intéressant en fait d'être sur le vif du sujet et d'avoir le moment instantané. Et je me voyais déjà, j'avais des images en tête où je me voyais avec un appareil photo dans un pays en guerre ou je ne sais pas où, mais... Le pourquoi je t'ai demandé, je t'ai proposé cette interview, c'était par rapport à ton travail, donc plus, on va dire, mode fine art. Beauté. Ouais, même fine art, ça me gêne un peu de dire ça comme mode, parce que je trouve que c'est un peu prétentieux. Donne-moi un terme pour pouvoir les qualifier, parce que sinon je vais pas arriver à faire l'interview. Waouh, 3, 2, 1... Des photos. Ok, bon, tes photos, très bien. Tout simplement mes photos. En fait, donc ta galerie en fait extérieure et studio, Ouais. c'est ces photos-là en fait qui m'ont fait te contacter parce que je te suis depuis. Je peux pas te dire que je te suis depuis beaucoup d'années vu que tu fais pas de la photo depuis beaucoup d'années, mais en tout cas j'ai dû te connaître, je pense, assez rapidement. Dans ma tête, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que je vois ton nom. Ces photos-là m'intéressent et c'est pour ça que je t'ai proposé cette interview. Qu'est-ce qui t'attire vraiment dans ces photos assez léchées, assez stylées, avec avec un maquillage, avec un stylisme, avec une coiffure, avec des lumières travaillées, avec une retouche travaillée aussi? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ce sont des questions compliquées dans le sens où quand je fais une photo, je réfléchis pas forcément à tout ça. Enfin, maintenant si, parce que je commence à travailler avec des magazines, donc concrètement sur une démarche éditoriale, on a différents acteurs, stylistes, maquilleuses, maquilleurs, coiffeurs, coiffeuses, et puis le mannequin. Donc il y a différents acteurs, ce qui est très intéressant, et c'est de construire une histoire. Donc il faut réfléchir quand même à chaque photo, à chaque chose, parce qu'on doit raconter une histoire. C'est un style imposé ou c'est... Pas forcément, Non. je suis assez libre
je suis libre d'ailleurs, c'est moi qui propose un storyboard, même ce qu'on appelle un mood board. D'accord. Un quoi du coup? Un mood board. Ah oui, donc c'est en gros, c'est l'ambiance, c'est le ton qu'on va donner et qu'on va présenter soit au magazine et puis le reste de l'équipe. Pas forcément des photos, ça peut être des textures, ça peut être des couleurs, ça peut être des objets, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est juste pour avoir une visualisation. C'est un exercice assez difficile mais assez intéressant parce que ça permet aux autres, en tout cas à l'équipe, de voir ce que toi tu as en tête en fait. Quand je fais des photos, je pense pas à tout ça en fait. Parfois je peux donner carte blanche à la maquilleuse ou des fois il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Des fois j'ai pas ni make-up, ni coiffeur, j'ai rien du tout. Même le stylisme, c'est une robe que j'ai trouvée, pam, et puis voilà, terminé. Mais c'est assez difficile pour moi d'avoir quelque chose de précis en tête et de finaliser. C'est un exercice très difficile. Enfin, c'était surtout dans mes débuts. Je savais pas où j'allais et quand je faisais une photo, voilà, je le faisais parce que je le sentais, je le ressentais comme ça en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis. Et ce qui peut réellement m'animer, c'est ça, c'est ce ressenti, c'est cette chose qui fait que moi ce que j'aime c'est de voir la photo, de la voir au final, après traitement, après retouche. En fait c'est on va dire c'est le produit fini qui t'intéresse? Pas tout, j'aime le moment, avant de faire une séance photo, j'aime le pendant, j'aime le après. Mais j'ai toujours beaucoup de mal à m'exprimer réellement et c'est un exercice, je travaille beaucoup sur ça. Donc il faut mettre à plat ces idées, donc j'essaie de les dessiner, de les visualiser. Et j'essaie de plus en plus de construire mes images. Mais en laissant quand même une part de spontanéité, parce que de toute façon il y en a toujours, cette sorte de facteur X, et qui fait que soit ça peut être un flop, soit ça peut être quelque chose à laquelle on ne pensait pas du tout. Et la magie en fait, la magie du moment. Voilà, exactement. Pour le maquillage, la coiffure, j'aime bien en avoir parce que c'est pas le fait que ce soit bien structuré qui m'intéresse, parce que ça peut... J'aime pas quand tout soit ordonné, même dans mes retouches, j'aime pas que tout soit parfait. Je ne supporte pas. Alors c'est vrai que par exemple dans les retouches, tout le monde est à la course à la retouche, à la perfection de la peau, surtout ce qu'on appelle le high-end. On présente les peaux surtout sur du close-up et de la beauté comme la peau... Je vais pas dire lissée parce que les retouches sont très bonnes et ce sont des très bons retoucheurs qui viennent le plus souvent de l'Est, enfin aussi de l'Amérique du Sud. Autant que ça m'intéresse, mais que j'essaie d'apporter quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire de garder certaines aspérités, par exemple, sur la peau, parce que je pense que c'est naturel, par exemple, d'avoir des ombres, et de pas tout lisser. J'aime bien quand tout, même pour une photo, que tout ne soit pas parfait. Même s'il y a un petit défaut, je le sais pertinemment, mais je veux le laisser. La perfection n'existe pas, donc, et l'un ne va pas sans l'autre. Et j'aime bien garder une image, pour moi une image potentiellement parfaite doit comporter quelques petites imperfections. Par exemple, sur une peau, si une cicatrice, mais qui fait partie du visage, que ce soit d'un homme, d'une femme, je vais pas la supprimer. Ce que je vais supprimer, c'est ses boutons. Parce que, c'est pas là d'habitude. Ou ses cernes. Parce que pour moi, dans la retouche, en tout cas si on parle purement de retouche, pour moi les bons retoucheurs, c'est ceux qui font en sorte que les retouches ne se voient pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas voir qu'il y a eu du Photoshop. Parce que tu fais pas de Photoshop, c'est ça? Moi non. tout à la prise de vue en fait. Hein. Parfois. Et un peu de Lightroom, allez, on va dire. Non, jamais de Lightroom. Jamais de Lightroom, même pas. Jamais. D'accord. Jamais. Moi j'aime bien vieillir, j'aime bien avoir des rides, parce que quand je vois une personne âgée par exemple, avoir des rides, pour moi c'est l'histoire d'une personne. Voilà. Donc je pense que le visage, tout ce que l'on a, de quelques marques, après je pense que les boutons, etc., les cernes, c'est plus une hygiène de vie. Par exemple une allergie, on a une allergie, voilà, on peut rien y faire. Que bon, une cicatrice, on l'a à vie.
Donc c'est dans cette démarche-là en fait que moi je retouche. Tu choisis comment tes mannequins? Parce que du coup tu me parlais que tu travaillais plus avec des mannequins qu'avec des modèles. C'est beaucoup de recherche, c'est parce que je ne veux pas non plus avoir n'importe qui. Je choisis toujours. Bon, j'ai eu quelques phases, les phases.book.fr, que j'ai abandonné très rapidement. Et ensuite, j'ai contacté quelques agences. Donc j'avais des mannequins par agence. Les agences peuvent vous envoyer des mannequins. Et ensuite, ou alors, il y a une autre plateforme que j'aime bien, qui est une sorte de book.fr international, mais qui est intéressant parce qu'on peut capter beaucoup de personnes de passage sur Paris, par exemple, ou en France, ou dans d'autres villes. C'est Modèle Mayhem. Parfois sur Facebook, mais très peu. Très peu. Je pense qu'on te contacte beaucoup. On me contacte beaucoup, oui. Mais je suis très exigeant. Non pas en tant que photographe, mais en tant que mec. C'est vrai, je suis là-bas, je suis très exigeant. Alors en tant que photographe, je dois être encore un peu plus exigeant. Et je sais ce que je veux, je sais ce que surtout ce que je ne veux pas. Et dans quel style de photo je m'oriente. Donc par exemple, je peux pas prendre n'importe qui pour... si je veux faire du fashion, il faut que... Je vais prendre souvent des agences, des mannequins en agence parce que voilà, elles ont le visage pour, la taille pour, ou alors quelqu'un pour de la beauté, etc. Voilà, je pense qu'il y a des critères différents pour chaque catégorie. Et j'aime beaucoup les profils atypiques. Je ne sais pas son nom, il y a une mannequin que j'aimerais beaucoup shooter, qui a une taille mannequin, qui est parfaite, mais alors qui a un visage assez atypique, parce qu'elle n'a pas de cheveux, et elle a le nez crochu, le nez... qui a un faciès assez... qui ressemble plus à un troll que... Voilà, mais je trouve ça assez intéressant. Quand tu parles de modèles, donc trouver des modèles en agence et tout ça, du coup tu as un budget pour ça? Il y a deux démarches. L'une, c'est que l'agence t'envoie gratuitement des mannequins. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'en ai peut-être marre, on va faire peut-être des tests un peu payants, quoi. Une fois que tu t'es rodé un petit peu, donc y a après... Parce que généralement, quand même, dans les agences, quand on contacte une agence, ils distribuent des mannequins pour payer, quoi. Les new face, ouais. C'est-à-dire que les mannequins viennent à toi et ils ont besoin de photos, voilà. Donc dans un premier temps, ça se fait, surtout peut-être probablement qu'on débute, et puis peut-être que les agences en profitent beaucoup parce que voilà, elles ont des photos gratuitement, mais normalement une agence doit payer le test au photographe. Le fait de ne pas se faire payer pour ces tests, on va dire, c'est une bonne pratique pour toi ou... Non, peut-être si au départ on en fait 2-3 comme ça et qu'on construit une relation avec l'agence et puis l'agence dit bon on aime vraiment votre boulot. Je trouve que c'est assez spécifique à la France parce que j'ai un photographe, un ami allemand qui est très surpris à chaque fois qu'il vient en France et de voir que ce soit tout gratuit comme ça. Mais autant des agences que des magazines, ce qu'on peut voir sur Facebook, c'est-à-dire de la collaboration systématiquement gratuite et souvent à sens unique, mais parce qu'il n'y a pas de réel échange, c'est-à-dire que je suis d'accord pour de la collaboration, mais qui a une réelle utilité. Alors qu'on puisse s'entraîner, je peux le concevoir, je peux le comprendre, mais personnellement, je peux pas shooter tout le monde, n'importe qui, parce que c'est aussi en fonction de sa propre ambition, de ce que l'on veut vraiment. Voilà, c'est ça, je ne veux pas shooter n'importe qui parce que ça ne correspond pas à mon univers, à ce que je ressens, à mes critères. Donc. Et puis la collaboration en soi, je pense, au bout d'un moment, je ne pense pas que ce soit productif et puis c'est ce qui ne fait pas vivre un photographe, concrètement. C'est pour ça que j'aime bien différencier, alors je ne vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis, mais modèle et mannequin. Et j'ai souvent des modèles qui me contactent et qui veulent des collabs, ou alors que ce soit le photographe qui les paie. Moi, j'ai déjà eu ce genre de cas où on m'a demandé j'adore vos photos, mais vous me payez combien? Au bout d'un moment, c'est plus pas trop répondre parce que bon, on est. Et puis bon, c'est pas forcément. C'est pas forcément des critères auxquels on
extraordinaire forcément. Et puis, je trouve que c'est très français parce que j'ai l'habitude voilà, d'être souvent à l'étranger. J'ai été souvent en Espagne, en Ukraine, un peu en Russie. Donc j'ai vu des façons de fonctionner différentes. Je vois très rarement des collabs où il y en a, mais c'est dans un but réel. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va m'apporter pour mon portfolio, ou si c'est pour un édito, ou si c'est pour une exposition, ou si c'est juste pour publier sur Facebook, je trouve que là, la collaboration est beaucoup moins intéressante. Bon, là, du coup, tu as préparé le shooting. Sur un shooting, comment ça se passe? T'es plutôt dirigiste, tu laisses les choses faire, tu parlais de laisser carte blanche des fois Ça dépend des personnes avec qui je travaille. Quand j'ai commencé la photo, enfin avec la photographie, j'ai toujours eu cette gêne, je suis un peu plus timide parce que je me sens moins à l'aise. Paradoxalement, j'ai une tendance à être tyrannique dans ma personnalité, et je veux pas dire que je suis un dictateur, mais... En même temps, t'as fait la Russie, la Pologne, l'Ukraine... Pour la France, c'est pas tellement dur. C'est vrai. Pour moi, c'est une forme de dictature maquillée. Mais bon, bref, ne parlons pas politique. Avec le temps, j'essaie d'être un peu plus directif. Mais pour ça, j'essaie d'acquérir des outils. Donc une certaine méthodologie de travail. Je pense que c'est très important d'avoir une méthodologie de travail. Je te parlais du mood board tout à l'heure. Depuis quelques mois, j'utilise beaucoup Google Calendar. Je trouve que c'est un très bon outil, et au moins quand tu organises les choses, tout le monde a le plan, les horaires, la totale. Donc je pense que c'est important d'avoir des outils, en tout cas d'être carré sur l'organisation, parce que c'est un de mes gros défauts, l'organisation. Donc justement, j'essaie d'avoir une certaine... Je m'autodiscipline pour organiser, pour avoir cette méthodologie de travail, et je pense que c'est important. Pour moi, le photographe, quand on a une équipe, c'est comme une sorte de chef d'orchestre, et bon voilà, il faut tout diriger, mais ça doit pas être qu'à sens unique. On doit pouvoir se reposer sur les autres, donc c'est là que c'est très important d'avoir une bonne équipe. J'en discute souvent avec un photographe que j'aime bien, qui s'appelle Dédalus, qui lui m'explique souvent que c'est comme une famille, et c'est de trouver sa famille qui est assez difficile finalement. Si, alors effectivement, je peux travailler beaucoup de maquilleuses, de coiffeurs différents, de stylistes différents, mais je suis pas parfois persuadé que ce soit forcément bon, parce que on a beaucoup de mal à pouvoir exprimer ce qu'on a en tête, et que les gens comprennent, parce que ça va dépendre du feeling, et honnêtement, on n'a pas toujours le feeling avec tout le monde. C'est normal, c'est humain. Je pense qu'il a raison, c'est ça, c'est trouver sa famille qui est assez important. Et donc sur les shootings que tu fais, on va dire avec ta famille, enfin, ou la famille que tu as pu trouver? Pas encore, pas encore. J'en ai quelques-uns là qui reviennent. Ces personnes-là, je peux leur donner carte blanche, parce que justement j'ai confiance en eux, et ils savent ce que tu veux, ce que je ressens, ce que je veux, ou voilà, on en discute aussi, on en parle, voilà, Mais idéalement, ce que j'aimerais, c'est un jour, je sais pas, me réveiller en pleine nuit, parce que j'ai une obsession, j'ai une image en tête, les appeler à 2h du mat, les réveiller, ça va les faire chier, mais au bout du compte, on va faire la photo, et voilà. C'est ça que j'aimerais idéalement avoir. Si on vient sur une de tes photos, pour moi les plus marquantes, c'est ta série de photos avec donc, la demoiselle albinos. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé? J'habitais en Ukraine, donc du coup, j'ai contacté moi-même différentes personnes, des agences, etc. Et j'avais le contact j'avais un très bon contact avec une coiffeuse qui était styliste aussi, qui m'avait présenté, en fait, qui m'avait proposé cette personne. Et puis bon, ça s'est fait comme ça, en fait. Très peu parlent l'anglais ou le français, donc moi je dois m'exprimer en russe. Mais c'est assez difficile, parce que bon, du coup il faut se faire comprendre. Par exemple, la coiffeuse maquilleuse, elle parlait très peu en anglais, donc, mais on arrivait à faire de très bonnes photos. Et j'habitais à Nikolaïev. D'accord. C'est près d'Odessa. Donc c'est pas... c'est une sorte de grand village, c'est une ville, hein, mais pour être honnête, c'est un village. Et on a fait ça chez elle. Je me rappelle, c'était dans un truc au loin, dans la campagne. Et puis c'était une maison, elle était en train de tout refaire chez elle.
C'était dans une sorte de garage, il faisait froid. C'était j'avais juste une petite softbox toute pourrie que je connaissais même pas. Bah voilà, on a fait la photo et plusieurs séries comme ça de photos. Donc ça c'est une photo qui est plus ancienne? Ouais, c'est une photo qui est assez ancienne, ouais. On va dire maintenant... Ça date de 2013. D'accord, oui, ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus oui, mais c'est vrai que vu que tu fais pas de la photo depuis longtemps, tu travailles avec quel type de matériel maintenant? Ah bah toujours avec le même. J'ai toujours un 5D Mark II. Et en lumière? J'ai deux types de lumière. La lumière naturelle et puis le flash du studio. J'ai toujours mon kit Elinchrom. D'accord. Avec quoi, 2 flashs ou... J'ai 2 flashs, 2 softbox et un ball body. T'as un setup que tu apprécies plus que les autres ou... Ouais, j'ai tendance à faire du monolight. Ça va au gré de mes envies. Là en ce moment, j'ai envie de faire un peu autre chose, d'incorporer plusieurs lumières. Je vais revenir à certaines choses que j'avais explorées quand j'ai commencé la photo de studio. Alors, si j'aime moins les lumières, le multisource, c'est parce que... en fait, j'ai une préférence quand même pour la source unique. C'est naturellement, il n'y a qu'une seule source. Le soleil, c'est une seule source. Donc elle est assez uniforme. Là-bas, j'ai une lumière qui est assez douce. Très. Mais j'ai des envies de lumière dure. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi au soleil. C'est-à-dire que le ciel est couvert, c'est une lumière douce. Du plein soleil, en pleine tronche. Bon, même le soleil de midi, hein, ça se fait, mais c'est plus chiant parce que c'est des ombres assez monstrueuses. Mais les ombres, par exemple, je trouve que c'est joli. De vouloir absolument effacer les ombres, c'est quelque chose qui me dérange un peu parfois. On a parlé retouche un petit peu, est-ce que tu peux vite fait dire ton process en fait en retouche? Bah déjà, j'utilise essentiellement Photoshop. Enfin, pas essentiellement, je n'utilise que Photoshop. Le process que j'ai, c'est... En fait, ça commence déjà à la prise de vue. Quand je prends la photo, je sais déjà ce que je vais faire après en traitement. Il y a une chose très importante, et je pense, mais ça c'est propre à moi, peut-être d'autres personnes ne le sont pas comme ça, c'est que pour que j'ai une belle image, il faut que je la retouche à chaud. Si je la retouche plus tard, je vais perdre de l'intérêt. Et du coup, je vais pas avoir la même vision, je vais me détacher un peu de ce que j'avais en tête dès le départ, je vais oublier. Donc tu es très rapide dans tes retouches. Alors je suis assez rapide, mais des fois quand je suis débordé, surtout quand je dois faire des clients, etc., ils passent en priorité et ça me frustre quelque part parce que mes projets qui me tiennent à cœur, je peux pas les retoucher tout de suite. Donc ça, c'est aussi une question d'organisation. Pour la retouche, bah déjà ça passe par Camera Raw, qui reprend pour moi en version plus light les mêmes fonctions que Lightroom. Voilà, je préfère passer par ça parce que voilà, c'est plus simple et qu'au lieu de faire du Lightroom, switcher sur Photoshop, etc. Bon, voilà. Si possible, je peux parfois l'importer en objet dynamique et après revenir dessus, etc. Je sais que beaucoup vont crier, etc. On les entend déjà. Je retouche sur un MacBook Pro Retina, le 15 pouces, et je retouche sur au trackpad. Ouais. Je retouche au trackpad. Bon, j'ai développé une certaine dextérité, qui des fois ça me fait un peu mal. J'ai une tablette, mais parce que je crois que c'est par fainéantise, il y a un problème d'incompatibilité et j'ai pas cherché plus loin en fait. Et comme j'ai du mal avec le crayon pour l'instant, où il faudrait que je me fasse, je sais que je vais gagner en rapidité avec une tablette, en précision. Mais bon. Comme quoi c'est possible de le faire au trackpad. Ah oui. Oui. Quelles étapes tu fais? Tu passes par du séparateur de fréquences? Tu passes par des choses comme ça ou... Alors, j'ai tendance à l'abandonner d'ailleurs. Parce que je trouve qu'au final, l'outil correcteur est très bien, parfois pour supprimer des petites imperfections. C'est très léger. De toute façon, en retouche, il faut que tout soit très léger. Il faut jamais que ce soit dans l'excès.
Si t'es dans l'excès, ou alors ça dépend ce que tu veux faire. Si t'as vraiment une autre démarche artistique ou créative, pourquoi pas. Hein. Mais ça a tendance à détruire. Je crée souvent un calque où je supprime les petites imperfections et après je peux éventuellement faire un split frequency pour les tons, pour corriger quelques autres imperfections de la peau. C'est propre à chacun, ça c'est propre à chacun au final. Il n'y a pas une méthode en retouche qui fait que ce soit la méthode la plus efficace. Parce que certains vont commencer par du dodge and burn par exemple, ensuite ça peut varier, ou alors on peut revenir sur... parce que des fois je peux revenir sur un split frequency, je peux recréer, voilà. Je passe aussi parfois par un peu de dodge and burn, puis après bon, j'ai la base de colorimétrie que je travaille avec la balance des couleurs, correction sélective aussi un peu, parfois pour ajuster certaines choses. C'est vrai que beaucoup de gens m'interrogent sur mes couleurs, ma colorimétrie. Je sais pas trop comment l'expliquer parce que je pense que c'est plus un ressenti et je m'en suis pas trop rendu compte. Par exemple les séries comme tu disais avec l'albinos, j'ai fait les photos comme ça en fait, enfin, je les fais vraiment au ressenti et c'est vrai qu'il y a un rendu un peu pictural, il y a quelque chose au niveau de mes photos, il y a un point commun, je travaille souvent dans la désaturation. J'ai un univers qui est assez désaturé. Ouais, pourquoi ? Parce que je le vois comme ça. D'accord. Parce que je vois les couleurs comme ça. Je vois les couleurs pas forcément saturées. C'est quoi, c'est dans tes yeux ou c'est... Non, je sais pas, c'est dans mon interprétation. Ok. C'est mon interprétation des couleurs qui est désaturée. J'apprends à faire un peu plus de saturation pour que ce soit un peu plus commercial. Mais j'ai tendance à avoir du mal à saturer. Je pense qu'on peut, oui, qualifier mon univers de désaturé. D'accord. Voire des fois monochromatique. Oui, c'est vrai. Je pense que voilà. Voilà. Comment tu définis des photos ? Monochromatique. Ok, tu fais des photos monochromatiques. Après, effectivement, on passe par des process habituels. Il n'y a pas de magie. Hein. Non, en fait, si j'utilise le plugin Portraiture. Ah, c'est ça. Voilà. Putain. Voilà. Non, voilà, vous avez maintenant son secret pour pouvoir faire des belles retouches. Mais il y a aucun... non, justement, on posait souvent la question d'ailleurs, c'est quoi ton secret ? Est-ce que tu as un script spécial ou un plugin ? Bah non, c'est... Portraiture. Portraiture. C'est handmade, quoi, c'est fait maison et il faut passer du temps. Non mais ça, les gens, ils ont toujours tendance à se dire... ils ont un secret, et si j'ai ce secret, si j'ai le bon script, si j'ai le bon matériel, je vais réussir à faire comme eux. Alors les scripts, ça sert pour sa méthodologie de travail. C'est ça. Par exemple, même un split frequency en script n'est pas applicable à toutes les photos. On va l'appliquer parce que si c'est des photos comme ça à l'appel, mais pas forcément. D'accord. Donc, et dans le split frequency, bon, tout le monde connaît le fameux les 2 couches. Mais des fois, ça peut prendre... il y a plusieurs degrés. Il y en a plus. Mais bon, après, ça devient plus mathématique. Et même moi, voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de réel secret en soi dans la retouche. Parce que ça va... Même dans la colorimétrie, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Tout simplement. J'ai ressenti un gros travail inspiré par les Russes. Ou par l'Europe de l'Est. Enfin, je trouve dans les couleurs, dans tout ça, dans le traitement, ça... Je pense qu'inconsciemment, j'essaie de m'en détacher, parce que je veux pas trop avoir d'influence, mais on en a malgré tout. Tu me disais que t'allais pas trop voir les autres influences, en fait, les autres photographes. Non, j'essaie de pas regarder le travail des autres photographes, parce que j'ai pas envie d'avoir une image en tête et de la répéter, enfin inconsciemment, même si elle sera différente. En ces derniers temps, j'aime beaucoup Paolo Roversi, Tim Walker. Paolo Roversi, c'est sa façon de shooter qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire ? Il shoote pas au numérique. La dernière fois, il me semblait avoir vu sur une de ses vidéos backstage qu'il shootait avec un Hasselblad 500 cm et avec un dos numérique. Il y a un regard très intéressant sur ces images et puis il utilise quasiment que de la lumière naturelle ou alors je crois que c'est des lumières
tungstène ou je sais pas, ça doit être quelque chose comme ça. Et je trouve ça assez intéressant. Tim Walker, je crois qu'il travaille qu'avec de la lumière naturelle. Ouais. C'est que de la lumière naturelle. Il est fort. Ouais. Justement, moi je travaille aussi, des fois on me pose la question, enfin on pense beaucoup que c'est du studio, mais c'est de la lumière naturelle. Ça dépend des lieux, ça dépend de la luminosité, et ce sont surtout les lieux qui baignent dans la lumière qui sont difficiles à avoir, mais quand on les a, on a une lumière qui peut être fantastique. C'est comme le matériel. J'ai des élinchromes, mais les élinchromes ont tendance à me... Par exemple, dans la retouche, l'élinchrome a tendance à virer sur des teintes un peu pourpre, un peu magenta, alors que sur du Profoto, par exemple, les couleurs sont beaucoup plus neutres. Pas la même lumière, c'est pas du tout la même lumière. Donc le matériel, je veux pas dire que c'est... Loin de là, hein, attention, c'est pas ce qui va faire un photographe, mais c'est un confort. Idéalement, si je pouvais avoir du Broncolor ou du Profoto, je dirais pas non. Parce que j'ai déjà travaillé sur ce genre de lumière, et effectivement, c'est une lumière quasi surnaturelle avec des grosses octobox ou des softbox. Tu restes économisé, quoi. Ouais. Et ok, et ben, tu vois quelque chose à rajouter, un truc que tu as envie de dire? Eh bien, merci à toi. Merci. Merci surtout à toi d'avoir. Merci à toi. Bon, voilà, je sais peut-être pas forcément exprimé le plus clairement possible, mais parce que ça bouillonne toujours là-dedans. Mais au moins, j'ai essayé de répondre. On va voir ton univers, enfin les gens vont avoir vu ton univers pendant l'interview. Donc ça va entrer aussi en résonance, tes photos vont entrer en résonance avec ton discours, et c'est là aussi où ça va prendre forme. Merci Lénaïque pour ce moment passé. Je sais que t'étais un petit peu malade ce jour-là, donc c'était un peu compliqué. Enfin, bref, on a quand même réussi à faire quelque chose. Moi-même, j'étais un peu fatigué, donc c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à faire quelque chose. On a réussi à faire une interview qui se tient, donc c'est cool. À faire une entrevue qui se tient, c'est cool. Je vous invite à découvrir donc son travail sur son site directement. Voilà maintenant les petites annonces. Vous avez le PEPS. Vous pouvez vous inscrire au PEPS, qui est une journée. Ce sont 2 journées, un événement sur Paris qui va être juste génial, où je vais intervenir sur un atelier et sur une grosse conférence sur le développement personnel. Les workshops mariage, juste ici plutôt, workshop mariage à Paris, donc on reste une place au workshop mariage à Lyon, et sinon le workshop mariage à Paris qui s'est lancé. Également les big épisodes, également les big épisodes, un big épisode qui sort jeudi si tout va bien. Et également donc l'interview de la semaine que vous avez juste ici, qui est une très bonne interview de Thomas Subtil, un photographe que j'aurais bien aimé rencontrer en vrai, mais qui est sur Montréal, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant je vous dis à la semaine prochaine. Entre temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Tortueuse au niveau des formes et de la densité des choses dedans, de la brume et au-dessus des pics qui sortent avec des formes très pointues, très évocatrices, très étranges, avec de la brume dedans et un peu de neige qui vient de tomber, un peu givrée. Et si on rajoute un océan en furie sur le côté, on approche quelque chose d'assez intéressant pour moi. C'est des choses qu'on rêve, mais j'ai beau chercher partout, c'est quand même assez difficile de cumuler.